Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, les fausses nouvelles ne datent pas d'hier. La France s'est depuis longtemps dotée d'instruments pour lutter contre ce phénomène. Il n'y a pas de raison de légiférer à nouveau en la matière. Ce sont là trois assertions répétées à l'envi en guise de raisonnement pour justifier de surseoir à l'examen de cette PPL. Les deux premières assertions sont rigoureusement exactes, mais on peut légitimement douter de la justesse de la troisième au regard des profonds bouleversements qui traversent notre société en ce début de XXIe siècle. Oui, les fausses nouvelles ne datent pas d'hier. Et en nous limitant à l'époque moderne, on peut affirmer que c'est au début du XVIIIe siècle, en Angleterre, que les fausses nouvelles firent leur apparition. Pour l'anecdote, ce fut Jonathan Swift, ce grand écrivain anglais des Lumières, qui fut l'auteur du premier canular de l'ère médiatique en publiant en 1708 un vrai faux almanach astrologique qui faisait des grands succès, pour dénoncer les fausses informations qui circulaient impunément dans ce type de support, diffusé à l'époque à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Mais c'est surtout au XIXe siècle, avec l'apparition des quotidiens à très grand tirage, que les fausses nouvelles connurent un développement exponentiel, d'abord en Angleterre et en Amérique, puis en France, au point parfois de déstabiliser le bon fonctionnement de ces jeunes démocraties. C'est ce qu'on a appelé « the dark age of journalism », l'âge noir du journalisme. Et face à ce phénomène, nos pays, certes tardivement, ont su réagir, et ce de deux façons. D'abord en se dotant de législation permettant d'assurer la liberté d'expression et aussi de lutter juridiquement contre les fausses nouvelles, et ensuite en aidant le métier de journaliste à se professionnaliser, à se doter d'une déontologie forte, d'écoles spécialisées de journalisme, et en lui donnant un statut juridique exigeant et protecteur. En France, il y eut bien sûr la loi de 1881 sur la presse. Elle n'empêcha cependant pas les fausses nouvelles de continuer à proliférer à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, et notamment durant la Première Guerre mondiale. La création du SNJ, du Syndicat national du journalisme, en 1918, avec sa première charte de déontologie journalistique, s'opéra d'ailleurs en réaction à l'explosion des fausses nouvelles durant la fameuse der. La loi Brachard, en 1935, vint ensuite entériner le statut professionnel des journalistes avec ses droits et aussi ses responsabilités. Ce cadre législatif et statutaire, bien qu'il n'ait jamais permis d'éradiquer totalement les fausses nouvelles, a toutefois permis de contenir le phénomène pendant plusieurs décennies, en dépit des évolutions du paysage médiatique. Alors, pourquoi vouloir aujourd'hui à nouveau légiférer au risque, nous dit-on, d'attenter à la sacro-sainte liberté de la presse? D'abord, parce qu'avec la mondialisation accélérée de nos sociétés et la révolution en cours dans le domaine des technologies de l'information, notre régime d'information est désormais entré dans une toute autre dimension. La liberté et la qualité globale de l'information, que nous étions en mesure de garantir par le droit et par l'autorégulation, sont aujourd'hui mises à mal par de nouveaux acteurs refusant de respecter ces règles. Nous l'avons constaté à maintes reprises ces dernières années, la numérisation à marche forcée de nos médias les rend très vulnérables à des attaques informatiques susceptibles de les réduire au silence pendant plusieurs jours, voire d'y insérer à leur insu propagande ou contenus inappropriés. Nos systèmes d'information sont aujourd'hui si ouverts qu'ils permettent à certains acteurs sans foi ni loi d'y faire régner l'arbitraire ou la seule règle de leurs intérêts particuliers. Profitant de l'absence de régulation à l'échelle internationale, certains géants de l'Internet se sont institués en pseudo-puissance souveraine sur leurs centaines de millions d'âmes d'utilisateurs répartis sur toute la planète. À côté de ces géants numériques sans frontières, on voit également proliférer certains États ou groupes voyous qui n'hésitent pas à faire usage d'armes non conventionnelles d'influence pour déstabiliser des institutions ou des nations démocratiques, notamment lors des scrutins à très fort enjeu. Depuis 2 ans, et à chaque élection majeure au sein d'un de ses États membres, l'Union européenne est systématiquement noyée sous une propagande New Look, cherchant à galvaniser les groupes d'opinion les plus hostiles à son existence. Il n'y a pas moins d'une semaine, les dirigeants grecs dénonçaient l'ingérence médiatique de la Russie dans le débat en Grèce et en Macédoine contre l'accord de reconnaissance mutuelle enfin trouvé entre ces deux pays.
Alors, face à ce phénomène, il faut bien sûr renforcer l'éducation aux médias chez nos concitoyens. Il faut également soutenir la profession journalistique dans sa volonté d'améliorer ses règles et ses méthodes de travail à l'ère du numérique et de l'information en temps réel. Tout ceci est indispensable, mais non suffisant, car ce n'est pas notre cadre normatif en soi qui est obsolescent, c'est son application strictement nationale qui le rend obsolète. Sur ce point, il est d'ailleurs intéressant de noter l'évolution de la Commission européenne qui, dans ses travaux initiaux, était défavorable à l'adoption de législation en la matière et qui, il y a à peu près 3 mois, devant l'absence d'engagement sérieux de la part des géants d'Internet, menace désormais de recourir à la loi. Alors, mes chers collègues, après avoir participé aux très riches travaux de notre commission et avoir très bien entendu les critiques parfois pertinentes faites à l'endroit de certains aspects de cette PPL, je ne comprends pas, mais je ne comprends vraiment pas le sens des motions et des questions préalables déposées qui, si elles sont adoptées, ce qui sera vraisemblablement le cas, renverraient en l'état à l'Assemblée nationale un texte que le Sénat aurait pu largement amender, voire réécrire à sa guise pour refléter les choix de sa majorité, ou plutôt, devrais-je dire aujourd'hui, de ses majorités. Pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, le groupe La République En Marche votera contre les questions préalables qui nous sont soumises. Je vous remercie. Merci, cher collègue.